Bienvenue dans Manager et coacher par l'approche systémique, un podcast de 10 épisodes imaginé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. L'objectif de cette série est de contribuer à la diffusion et à la démocratisation de l'approche systémique du changement au sein des organisations. Elle s'adresse aux managers, aux dirigeants, DRH, systémiciens, coachs et gestionnaires de projets, ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par le fonctionnement des équipes dans l'entreprise. Épisode 6. Entretien de cadrage et posture du cadreur. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés de près à la formulation de l'objectif de niveau supérieur et aux résultats attendus, deux composants fondamentaux d'un système humain qu'il faut impérativement identifier lors du cadrage de la demande. Cet épisode 6 sera l'occasion d'évoquer l'entretien de cadrage, ses finalités, ses effets, ainsi que la posture particulière d'un intervenant ou d'un manager lors de cet exercice. Oui, j'ai souhaité faire un focus sur ces sujets car l'entretien de cadrage est déterminant dans la démarche systémique appliquée aux organisations. Et à ce titre, je voudrais d'abord rappeler les deux finalités de cet entretien pour un cadreur. Il s'agit d'une part d'aider son interlocuteur à clarifier sa demande et d'autre part de permettre au cadreur d'obtenir les contenus concernant les composants fondamentaux du système. Donc, nous voyons bien ici que, dans ce travail de clarification, le cadreur est avant tout un révélateur de sens. Clarifier la demande de l'interlocuteur et recueillir du contenu sur les composants fondamentaux du système, c'est très clair. Mais quelle signification donnez-vous ici au mot sens ? En systémique, nous distinguons deux niveaux d'ordre différents conduisant à révéler deux types de sens. D'une part, des informations indiquant la direction à suivre, c'est-à-dire ce vers quoi les acteurs concernés doivent aller, c'est le sens du changement. D'autre part, le sens donné par chacun pour lui-même. Il va de soi que la représentation et l'impact que chaque acteur se fait du sens est loin d'être identique. Mais un entretien de cadrage réussi ne peut qu'avoir des effets positifs sur la conduite du changement à venir parce qu'il favorise des effets secondaires non négligeables. Des effets secondaires, c'est-à-dire ? Eh bien, il est évident qu'un cadrage de la demande fait dans les règles de l'art aidera l'intervenant à trouver une stratégie de changement. Par ailleurs, il clarifie simultanément une forme de contractualisation implicite ou explicite avec le demandeur sur ce qu'il souhaite atteindre et par conséquent sur ce qu'il attend de l'intervenant. Ok pour l'intervenant, mais pour les managers, y a-t-il également ce que vous appelez des effets secondaires ? Oui aussi, puisqu'après avoir cadré la demande, il dispose d'indications précises pour guider son équipe en étant clair sur ce vers quoi il convient de s'engager et à quoi chacun pourra constater que le travail réalisé a été satisfaisant. Par ailleurs, chaque personne concernée par les conséquences de la demande se positionne en fonction de ses enjeux personnels. Alors que voulez-vous dire par enjeu personnel ? C'est ce que chaque acteur peut gagner ou perdre dans les conséquences du changement préconisé. Ces enjeux portent aussi bien sur des valeurs professionnelles comme l'intérêt dans les activités, la nature des responsabilités, le niveau de rémunération, etc., que sur des valeurs personnelles comme la position éthique, les priorités familiales ou encore le devenir individuel. Plus on avance et mieux nous comprenons, justement, les enjeux décisifs du cadrage de la demande. Donc, compte tenu de son importance, comment, à votre avis, doit-on se préparer à un tel entretien quand on est sollicité en tant qu'intervenant ? Ce qui va de soi va souvent mieux en le disant. Tout entretien se prépare sans perdre de vue ses objectifs globaux. Ces objectifs forment le socle de la conduite d'entretien et on peut en distinguer trois bien distincts, en commençant par le premier, qui est d'ordre relationnel. Relationnel, donc. Vous parlez de la relation entre le demandeur et le cadreur, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je considère que c'est grâce à l'instauration d'une relation de confiance que le cadreur va engager son interlocuteur dans une dynamique d'évolution de ses représentations et par conséquent, dès les premiers échanges, à prendre du recul vis-à-vis de sa problématique. Je suppose que vous avez des moyens pour instaurer la confiance, je vais y revenir, mais dites-nous avant, quel est le deuxième objectif ? Le second est d'ordre opérationnel. Je m'explique. L'entretien de cadrage doit être toujours conduit en estimant la pertinence de la demande par rapport à un objectif de niveau supérieur et en recueillant les informations propres au système à considérer, autrement dit, en obtenant le contenu de chacun des composants fondamentaux. Très bien, donc d'abord instaurer une relation de confiance, puis s'assurer d'obtenir le contenu des composants fondamentaux, ce qui permet de vérifier la pertinence de la demande par rapport à un objectif N+1.
Et ensuite, le troisième objectif? Le dernier est un peu différent. Certains disent plus courageux, je l'appelle décisionnel, car il fait référence à une décision que doit alors prendre l'intervenant. Et quelle serait la nature de ces décisions? La question de savoir s'il doit ou non donner suite à cette demande qui vient de lui être faite. Pourquoi? Un intervenant pourrait refuser une demande? Bien sûr, il y a parfois des raisons de la refuser, et parmi les plus évidentes, le sentiment d'être incompétent sur le sujet, ou une incohérence entre la demande et son objectif, ou encore l'absence de marge de manœuvre, ou enfin des questions d'ordre éthique. Ah oui, je comprends pourquoi vous parliez de courage. Mais est-ce toujours aussi tranché, aussi manichéen? Non, non, car avant de prendre sa décision, le cadreur peut toujours essayer de faire évoluer la nature de la demande. De même, s'il a affaire à un transmetteur qui n'est pas en mesure de donner des informations utiles, il devra l'aider à accepter l'idée d'une rencontre avec l'initiateur de la demande. Ah oui, en effet. Alors, revenons à l'entretien proprement dit. Vous parliez d'une relation de confiance. Comment fait-on ça? Il ne suffit pas de se dire tiens, je vais mettre mon interlocuteur en confiance, j'imagine. Eh bien, déjà, nous savons que l'écoute, par exemple, est très importante pour l'instauration d'une relation de confiance. Retenez en tout cas que l'enjeu de la première rencontre entre le cadreur et le demandeur est de parvenir à établir la meilleure relation possible qui va générer un sentiment de confiance. Il est admis que le premier contact contribue avantageusement à l'édification de la relation. Autre recommandation, sauf si le contexte le nécessite, évitons de parler de nous, de notre pratique de la systémique ou même de notre activité professionnelle. Et encore moins de vouloir montrer que l'on connaît son entreprise, c'est contre-productif. Ah ben vous faites bien de le préciser. On pourrait tout à fait penser qu'il faut faire le contraire. Se présenter, rassurer avec des références, exposer des compétences, etc. Eh bien non, justement, ce n'est pas absolument nécessaire. Étant donné le temps toujours limité de cet entretien, le premier impératif est de clarifier et d'intégrer la demande dans son contexte, puis, avant de prendre position, de la mettre en perspective en fonction d'un objectif N+1 précis. Ah bon, directement. Mais si, comme c'est souvent le cas, le premier contact se fait au téléphone. Si ce premier contact se fait par téléphone ou par mail, il est préférable de résister à la tentation de commencer à approfondir le sujet ou à expliquer que l'on fait de l'approche systémique ou encore à présenter nos règles de fonctionnement. Ah oui, Oui, il faut plutôt tenter d'obtenir un rendez-vous de travail. Celui qui vous appelle a certainement une bonne raison de le faire. Allons donc directement vers une proposition de rendez-vous pour ne pas avoir à traiter le problème par téléphone. j'entends, mais si l'interlocuteur est à l'autre bout du monde, on ne peut pas réaliser un cadrage de la demande à distance? Il est vrai qu'une situation de face à face est idéale. Cependant, avec les nouveaux besoins générés par le numérique et le travail à distance, cela devient de plus en plus nécessaire. Mais dans ce cas, il faut impérativement s'assurer que certaines conditions sont réunies. De quelles conditions parlez-vous? Je pense principalement à la disponibilité de l'interlocuteur, à son isolement pour éviter qu'il soit dérangé par son téléphone ou par quelqu'un. Il n'est pas utile non plus de s'être entendu sur la durée approximative de cet entretien. Il vaut mieux recueillir la demande dans un contexte privilégié pour ne pas dire aseptisé des échanges et autres bruits toxiques. Ces conditions doivent être explicitées afin d'éviter les surprises. Très bien, mais si la personne vous pose d'emblée la question de la méthode, du style on m'a dit que vous étiez expert en approche systémique ou quelque chose comme ça, vous faites comment en ce moment-là? S'il me demande de lui parler de systémique, je tente d'éviter de tomber dans ce piège qui va encombrer notre première rencontre. Il n'est d'ailleurs pas inutile d'avoir en tête un tout petit argumentaire pour évacuer le sujet et entamer l'échange aussitôt que possible en se centrant sur la demande. On peut aussi proposer d'en parler dans un autre contexte. L'important n'est pas parler de systémique, mais d'en faire. Ah, je la note celle-ci. Et une autre question, quel est votre avis sur les consultants et les coachs qui sollicitent directement un client sans même avoir reçu de demande, ce qui arrive souvent et en particulier en début de carrière? Pour ceux qui sont dans l'obligation de démarcher un client, ils se trouvent donc dans l'impossibilité a priori de répondre à une demande. Dans ce cas, leur position est paradoxale dans la mesure où le demandeur n'est pas celui qu'on croit. Par conséquent, dans cette position d'intervenant demandeur, il convient d'adapter sa posture en fonction du contexte de la rencontre, du type d'interlocuteur, et cela jusqu'à réussir à faire émerger un besoin. C'est alors que l'entretien de cadrage peut commencer. Dès le début de l'entretien, on cherche à se centrer très vite sur le client et à identifier ce qu'il attend de nous. Je répète que l'écoute est l'élément clé pour instaurer un climat de confiance et rassurer son interlocuteur. Oui, vous l'avez dit, mais au-delà de l'écoute, comment peut-on concrètement instaurer un climat de confiance? Et vous avez raison d'insister sur ce point. La posture du cadreur face à son interlocuteur est décisive. J'ai remarqué avec le temps que construire une relation de confiance
nécessite d'avoir un comportement qui rassure le client plutôt que de chercher à lui plaire en le flattant ou en voulant le rassurer par son expérience de cas similaires dans d'autres entreprises, par exemple. Et en d'autres termes? Restons sobres et cherchons, après avoir écouté la problématique de l'interlocuteur, à nous centrer dès que possible sur ce qu'il attend de nous. Il va de soi que s'il exprime l'envie de mieux nous connaître, alors répondons simplement et sans en rajouter. Par ailleurs, si certains disent à juste titre qu'une relation de confiance, c'est une question de feeling, je considère, pour être pragmatique, que la clé pour construire cette relation repose principalement sur la trilogie de l'écoute active. La trilogie de l'écoute active. Que voulez-vous dire? Il s'agit en fait de la combinaison de trois compétences classiques: la reformulation, le silence actif et la synchronisation non verbale issue de la PNL qui provient elle-même des travaux de l'école de Palo Alto. Ces différents aspects lors du premier face-à-face constituent les principaux ingrédients qui contribuent fortement à rassurer l'interlocuteur et à lui donner le sentiment d'être compris et de se sentir en confiance pour s'engager avec vous dans un changement. Mais ne risque-t-on pas d'être tenté d'établir une alliance avec le client? Sauf exception, toute alliance avec son interlocuteur est à éviter afin de conserver la distance nécessaire pour lui venir en aide. Toute attitude de connivence peut nous faire perdre toute distanciation et nous faire prendre le risque d'être récupéré ou manipulé. Ainsi, on devient incapable d'apporter ce que le demandeur est en droit d'attendre, ni de résister à certaines influences perverses, volontaires ou non, de sa part. En tout cas, si alliance il y a, elle ne peut se faire que sur un engagement commun vers un objectif de niveau supérieur à la demande et non sur le contenu de la problématique. Et qu'en est-il face à une demande d'un client qui souhaite que vous l'aidiez à mettre en œuvre une action, comme par exemple d'organiser une réunion avec une équipe en difficulté? Ça peut arriver, en effet, nous appelons ça une demande-solution, par différence avec la demande-problème. Il faut dans ce cas résister à la pression du demandeur qui souhaite obtenir un avis sur sa demande-solution ou qui cherche à discuter des conditions de la mise en œuvre. Cette capacité à résister en gérant le processus de l'entretien nous met en position de force et devient peu à peu rassurante pour l'interlocuteur. Ce n'est qu'après le cadrage que le coach ou le manager sait si la demande-solution est pertinente ou non. Il se peut que l'action souhaitée au départ corresponde à la solution à déployer, mais ce n'est pas courant. Et si on repart du climat de confiance établi par l'écoute active, comment entrez-vous concrètement dans le vif du sujet de l'entretien de cadrage? Dans la pratique, après les échanges conviviaux d'usage, et bref si possible, j'entame cet entretien par une question ouverte du type: Que puis-je pour vous? Ou tout simplement: Je vous écoute. Ou encore: Comment puis-je vous aider? Chacun trouve bien entendu l'entame qui convient au contexte, l'important étant qu'elle soit sobre et précise. Et toujours dans votre pratique, comment progressez-vous pour réussir à conduire votre interlocuteur à son objectif de niveau supérieur à la demande? Après l'entame, je laisse le demandeur m'exposer son contexte, me parler de ses préoccupations ou de son besoin, sans chercher à entrer dans le détail ou tenter d'approfondir sa problématique. Il m'en parle parce qu'il a besoin de vider son sac, voire d'exprimer ses émotions, et c'est important pour lui. Mais ce n'est pas ce que je vais approfondir pour l'aider. Et que faites-vous une fois que le demandeur a en quelque sorte vidé son sac? Je m'assure, par une première reformulation globale de sa demande, que je l'ai bien comprise et le laisse apporter des ajustements éventuels. Mais attention, s'il s'engage à nouveau sur les causes de son problème ou sur le passé, je n'hésite pas à l'interrompre à un moment privilégié pour le faire basculer vers l'avenir. Ah, c'est important ça. Alors, le demandeur vous explique pourquoi il en est là, il entre dans sa problématique, et en fait, vous le coupez pour le faire basculer vers l'avenir. Qu'entendez-vous par là? L'explication des causes de la problématique est peu intéressante dans les systèmes complexes. On risque de tourner en rond rapidement. Donc je tente, au moment opportun, de l'amener à changer de niveau logique pour que nous accédions à l'objectif de niveau supérieur dont nous avons beaucoup parlé. Ensuite, je vais rechercher les composants fondamentaux qui me manquent, sachant que très souvent, le demandeur en a livré spontanément. Je vous suis, c'est en effet un moment très stratégique. Y a-t-il un piège à éviter? Oui, celui dont je vous ai parlé. Ce cadrage qui consiste à recueillir des informations pertinentes ne fonctionne vraiment que lorsque le cadreur s'interdit toute tentative d'interprétation, même fondée sur l'expérience ou sur quelque outil que ce soit. Un renoncement qui n'est guère facile. Oui, bon, vous nous dites que recueillir ce type d'informations sans essayer de comprendre ou d'interpréter est très difficile. On est bien d'accord avec ça. En tout cas, merci Dominique pour cet éclairage très clair et très intéressant sur les différents aspects liés à la posture du cadreur.
À ce sujet, je rappelle à nos auditeurs votre remarquable livre sur l'art de cadrer une demande par l'approche systémique. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la diversité des clients et de leurs demandes. À bientôt. Cet épisode a été préparé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. Montage et mixage, Frédéric Seignon. Voix, Anne-Laure Vallot.